Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation sur les nouveautés Olympus. Donc encore une fois, merci à tous d'être présents et surtout à Eric, voilà que je remercie de m'avoir invité. Donc la dernière fois, on a eu un petit temps, voilà, un petit problème pour se réunir, mais on va donc faire cette présentation. Le but, c'était de vous parler la dernière fois le jour J des annonces qui ont été faites de la marque. Donc je vais partager mon écran et je vais juste demander à Jean-Claude de couper sa caméra, s'il vous plaît, de façon à ce qu'on garde un flux relativement rapide. Donc, votre son est bien coupé, Jean-Claude, mais juste coupez votre caméra pour qu'on garde un flux rapide. Merci beaucoup. Ah, maintenant, j'ai Monsieur Salvatore Martinez qui a allumé sa caméra également. Mais je vais passer de toute façon hop là, en partage d'écran. Faut juste couper le micro, je ne sais pas qui. Il y a encore un micro d'allumé. Et merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter de la même façon que je l'ai présenté à la presse, tout simplement. Comme ça, vous allez voir la même chose que ce que les journalistes ont eu le jour de l'annonce du produit. Donc, hop. Donc, Eric, je veux bien juste que tu rallumes ton micro juste pour me dire si ça passe bien et que tout est correct au niveau du visuel. Ouais, pour moi, c'est bon. J'ai le PowerPoint. Ok, parfait. Tu l'as en plein écran? Tout va Ouais, bien? Ok. Donc la nouveauté produit, vous allez voir qu'on a plusieurs choses à vous annoncer en détail. Donc l'avantage, c'est que là, on va pouvoir le faire entre nous et je pourrai répondre surtout à toutes vos questions via l'intermédiaire d'Eric. Donc la différence, votre avantage, donc vous allez voir qu'à travers nos produits et nos nouveautés, on va continuer à énormément communiquer sur la compacité et la légèreté de nos produits, sur ce que notre stabilisateur peut apporter, et on verra de plus en plus le développement à travers nos objectifs et à travers des mises à jour firmware qui vont vous permettre de faire évoluer vos boîtiers. Donc, on va bien voir, bien sûr, que la plupart de nos équipements font moins de 2 kilos, on a encore amélioré notre système de stabilisation avec cette nouvelle optique dont nous allons parler. Donc bien sûr, la qualité optique va forcément être un point essentiel de cette conférence. Et on va également prendre le temps de discuter des différentes mises à jour firmware qui vont vous être proposées à partir du 3 décembre. Donc on va voir tout ça pendant cette présentation. Donc voilà la merveille. Donc le fameux Zuiko Digital 150-400, 4.5 d'ouverture constante avec un téléconvertisseur 1,25 qui vous permettra donc d'élargir votre plage focale en allant jusqu'à un équivalent 1000 mm à l'intérieur de cette magnifique optique. Donc, ce sera la première optique pro dans cette orientation-là, avec autant de possibilités et d'amplitude focale avec cette ouverture mise à votre disposition. Donc, on voit ici les différentes thématiques que vous pourrez réaliser avec cette optique. Donc, c'est la première de sa catégorie. Et pour ceux qui suivent un peu la marque depuis plusieurs années, une optique blanche chez Olympus, c'est plutôt rare. Et on verra tout à l'heure pourquoi le choix de l'optique blanche a été fait. Donc, alors comme je suis très axé photo, je commence par des photos avant de vous parler technique, puisque certains ambassadeurs ou visionnaires, hein, comme on les appelle chez nous, ont eu le privilège de tester cette optique en avant-première. Et on verra plusieurs images à travers cette présentation qui ont été fournies par les photographes. Donc le premier, c'est Scott Bourne, qui a eu ce privilège. Et donc la première remarque que lui nous a faite, ça a été la vitesse de l'autofocus et sa précision, même sur des sujets qui viennent face à nous. Et bien sûr, ces photos sont réalisées à main levée. Et on verra tout à l'heure pourquoi techniquement l'avantage du micro 4 tiers peut nous offrir cette vitesse de mise au point et cette réactivité qu'on peut avoir plus de mal à trouver chez mes confrères. Autre avantage, c'est qu'on continue à pouvoir coupler les avantages de notre système, puisque cette photo-là, par exemple, a été réalisée par Marcin. Donc lui, il a voulu pousser l'expérience jusqu'à utiliser le mode High Resolution Shoot, donc la haute définition. Donc pour rappel, c'est
Certains de nos boîtiers permettent donc de transformer le capteur de 20 millions de pixels en 50 millions de pixels à main levée. Donc, pour des sujets fixes, comme on le voit là sur le chamois, à partir du moment où il vous a repéré, il y a toujours une phase de statique. Et dans ces cas-là, pendant la phase de statique, on peut bien sûr utiliser le mode haute résolution à main levée et avoir une image en 50 millions de pixels pour ceux qui le souhaitent. Moi, j'aime bien cette image également, puisque on voit l'avantage également de pouvoir faire le choix de ces collimateurs et de pouvoir jouer également sur la taille des collimateurs, puisqu'on peut passer à travers des branchages et aller chercher uniquement le sujet qui nous intéresse. Donc voilà, je trouvais cette photo intéressante également dans cet univers-là. Également un autre univers sur lequel on peut utiliser cette optique, ça va être le domaine sportif, puisqu'on le voit à travers la photo que nous a fourni Mike. C'est une image qui a été réalisée là aussi à main levée. Pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que sur ce genre d'objectif, généralement on est obligé de travailler sur un trépied ou sur un monopode, alors que là on voit bien que la prise en main permet de travailler à main levée et on le voit sur l'effet de filet en fait derrière la moto, puisque ce genre d'image, pour avoir cet effet-là, il faut suivre la moto pendant son passage et c'est ça qui va créer l'effet de filet derrière en arrière-plan. Donc, l'avantage, encore une fois, la compacité, la légèreté de notre optique nous permet de travailler à main levée. Après, vous avez également l'avantage, bien sûr, de son amplitude focale, puisque là, Mike a à nouveau fourni une image en étant approximativement à 1 km de son sujet, et on voit que la photo, elle est nickel, malgré, encore une fois, on voit qu'il y a de la houle, qu'il y a du vent. Donc là, le stabilisateur fait tout son travail, et on verra tout à l'heure également le gain que peut nous apporter ce stabilisateur. Donc on va également travailler sur différentes thématiques photo, donc la proxy photo ou la macrophotographie. Bien sûr, les images de nature vont être au cœur de cette action à travers cette optique. Les oiseaux, bien sûr. La faune et la flore, dès qu'on peut pas s'approcher, hein, bien évidemment. Ensuite, les sports en extérieur, on l'a déjà vu tout à l'heure un petit peu quelques images. Et bien sûr, avoir un cadrage très précis lorsqu'on est en train de suivre son sujet. Donc on le voit là sur le pélican, qu'on a cette possibilité-là de suivre et de garder un cadrage précis. Encore une fois, grâce au stabilisateur qui nous permet donc d'avoir cette image en cadrage parfait et la précision de l'autofocus que va nous apporter également cette optique. Donc en termes de portabilité, bien sûr, on est sur quelque chose d'assez incroyable. Maintenant, on va également aller sur les performances de cette optique, puisque cette optique va également être compatible avec nos deux téléconvertisseurs, donc le MC14, donc qui est un multiplicateur 1.4, et le MC20, qui est un doubleur de focale. Ce qui est intéressant, c'est que cette compatibilité passe également par l'activation du téléconvertisseur 1.25 intégré dans l'optique. Donc dans l'extrême possibilité de ce boîtier, vous pourriez aller jusqu'à un équivalent 2000 mm à main levée en utilisant les téléconvertisseurs. Donc, le téléconvertisseur, comment il s'active? On voit que sur cette image, vous avez tout le bloc optique qui se trouve à l'arrière et par un levier qui se trouvera à votre droite sur l'optique, vous pouvez basculer d'un 150-400 jusqu'à un 500 mm, donc un 1000 mm à main levée. Donc, avec la possibilité, je trouve ça super intéressant pour éviter les soucis de manipulation, on peut verrouiller. On le voit, il y a un petit lock qui se trouve à proximité du levier. Ce petit lock vous permet donc de verrouiller la position sur laquelle vous voulez utiliser cette optique. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que si vous prenez l'optique rapidement et que vous faites pas forcément attention, que vous activez le levier sans le vouloir, vous pourriez ne pas avoir exactement le réglage que vous souhaitez. Alors que là, on peut choisir de verrouiller la position qu'on souhaite utiliser. On voit sur le dessus qu'il y a un petit bouton 7. On verra tout à l'heure quel en est son usage. Donc là, voilà en photo rapidement toute l'amplitude de cette optique et les différents cadrages que vous pourrez obtenir avec le téléconvertisseur intégré ou sans ce téléconvertisseur, et bien sûr, et ensuite en additionnant le MC14 et le MC20 pour ceux qui le souhaitent.
Donc, pour rappel, le MC14 et le MC20 sont également compatibles avec le 40-150 de chez nous et avec le 300 mm à 4 d'ouverture. Eric, as-tu des questions ou pour le moment tout va bien? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, tout le monde est attentif, a priori. Bon, parfait. Donc, je continue. Donc, autre avantage également, alors là, ça va intéresser, je pense, Eric en premier lieu, mais beaucoup d'autres photographes, c'est que cette optique aura une distance minimum de mise au point à 1,30 m du sujet, en partant ce qu'on appelait dans l'ancien temps du plan focal, donc à l'endroit où se trouve votre capteur aujourd'hui, jusqu'à votre sujet. Donc, vous pourrez être à une distance minimum d'1,30 m, quel que soit la focale que vous souhaitez utiliser avec ou sans les téléconvertisseurs. Donc, vous pourriez, dans le cas extrême, être un équivalent de 2000 mm en étant à 1,30 m de votre sujet. Donc, je vous laisse imaginer le grossissement que vous pourriez obtenir et bien sûr les photos assez incroyables qui pourraient sortir de vos boîtiers avec cette optique. Ce genre de photos, il faut savoir que beaucoup de gens imaginent que c'est réalisé avec une optique macro, ce qui peut arriver, hein, mais la plupart du temps, c'est comme une libellule, une abeille ou un papillon. Bah, si vous vous approchez, forcément, il s'envole et donc vous n'avez pas la photo. Donc, l'avantage d'avoir ce genre de super téléobjectif, c'est de pouvoir rester à une certaine distance et de pouvoir capturer l'insecte dans son environnement sans prendre le risque qu'il s'envole en vous approchant trop près. Donc ici, vous allez voir les différents rapports de grossissement, toujours en restant à 1,30 m du sujet, et vous verrez que on peut aller de façon très proche de la libellule avec le téléconvertisseur MC20. Donc on le voit sur la photo de droite. Et si je reviens en arrière, on voit que mais déjà, on a de très belles images sans les téléconvertisseurs. Et si on intègre les téléconvertisseurs, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que l'on pourrait l'imaginer. Cette optique va également avoir un gros avantage, c'est qu'elle va être compatible avec le focus stacking qui est intégré dans nos boîtiers. Donc pour rappel, le focus stacking, c'est une fonction qui vous permet de gagner sur votre zone de netteté ou de récupérer de la profondeur de champ. Donc avec une optique qui a une valeur focale aussi importante, naturellement, la profondeur de champ est très courte, donc votre zone de netteté est vraiment infime. Et si vous avez envie d'augmenter votre zone de netteté, vous pouvez activer le focus stacking de vos boîtiers et en cumulant un nombre d'images avec une mise au point décalée, l'appareil va vous faire le montage à l'intérieur pour vous délivrer à la fin le résultat final avec une addition de mise au point décalée pour récupérer de la profondeur de champ. Donc ça, c'est également intéressant que cette possibilité-là soit offerte avec cette optique. Petit conseil pour les gens qui auraient envie soit de l'essayer un jour, soit d'investir dans ce genre d'objectif, bien mettre à jour vos boîtiers au niveau du firmware pour avoir cette compatibilité. Donc les avantages, encore une fois, sur lesquels vous pouvez compter, bien sûr, ça va être les images toujours nettes, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc la portabilité et la résistance aux intempéries, puisque la conception de cette optique, et moi c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux lorsque je l'ai eu en main, c'est son poids et son encombrement, puisque c'est une optique qui est hyper légère par rapport à l'amplitude focale qu'elle propose. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce résultat? C'est que tout le corps de l'objectif est en alliage de magnésium et le pare-soleil, qui est toujours assez imposant dans ce genre d'objectif, est lui en fibre de carbone. Donc l'addition de tous ces matériaux utilisés pour cette optique vont vous permettre également d'avoir un équilibre parfait, puisque l'objectif ne bascule pas vers l'avant, ne bascule pas vers l'arrière, et lorsqu'on l'a en main, on a quelque chose de très naturel et très simple d'utilisation. Donc là, je vous fais un petit parallèle avec ce qu'on peut proposer en plein format, pardon. Donc on est pratiquement 2 fois plus léger. Et vous avez vu que sur l'exemple, j'ai pris un EM1X. Si j'avais pris un EM1 Mark III, le poids serait encore plus intéressant dans le comparatif. Donc ça, c'est un élément aujourd'hui
qui est primordial dans la photo nature, paysage ou animalière avec ce genre d'objectif, voire même en sport, puisque quand il faut se déplacer, bah, c'est beaucoup plus simple de se déplacer avec un encombrement réduit et un poids super allégé que de se promener avec des choses lourdes et encombrantes. Donc on voit également que l'autre avantage, c'est que cette optique tient dans le sac Olympus. Donc ça, c'est également un avantage que je mets souvent en avant au niveau des photographes professionnels qui voyagent beaucoup. C'est que bah, quand vous prenez l'avion, votre matériel, vous pouvez l'emmener avec vous en cabine. Il n'y a pas besoin de le mettre en soute, comme bah, beaucoup de photographes font aujourd'hui avec des capteurs plein format, puisque bah, l'objectif étant plus grand, bien sûr, ça rentre pas dans ce genre de sac. Et bah, je peux vous assurer que quand le tapis roulant revient, et bah, vous avez qu'un espoir, c'est que tout soit dessus et que vous n'avez rien perdu. Alors qu'avec notre système, vous mettez tout dans le sac et forcément, vous emmenez ça en cabine et vous êtes sécurisé avec votre matériel. Bien entendu, ce genre d'objectif est tropicalisé. Donc, vous avez des joints d'étanchéité qui vont être positionnés au niveau de l'ensemble des déplacements mécaniques qui sont à disposition sur cette optique, de façon à ce que vous n'ayez jamais de problème d'infiltration, et où ce soit par l'humidité ou que ce soit par le vent. Vous pouvez également avoir le sable et ainsi de suite. Donc là, vous avez une protection maximum, comme sur nos boîtiers. Vous l'avez également à travers cette optique. Bien sûr, comme le reste de nos équipements, pardon, on a une garantie sur les températures jusqu'à moins 10 degrés. Bon, je sais que beaucoup de photographes ont été bien en dessous des moins 10 degrés, puisque nous avons un de nos ambassadeurs qui s'appelle Olivier Folmy. Donc Olivier Folmy, lui, il fait l'Himalaya, hein, il fait le Tibet et ainsi de suite avec nos produits. Donc je peux vous assurer que c'est rendu bien en dessous des moins 10 degrés. La nouveauté, c'est qu'on va également gérer les hautes températures. Donc, les hautes températures vont être gérées justement grâce au revêtement utilisé sur cette optique. Donc, le blanc a été choisi pour pouvoir gérer la réflexion des rayons infrarouges arrivant du soleil. Donc, ce qui est intéressant, c'est que sur la présentation que je vous montre là, on parle en pourcentage, mais on peut, pour que ce soit plus réaliste, il faut compter un gain de 4 degrés approximativement hein, au niveau de l'optique à l'intérieur. Donc 4 degrés, c'est très important. Et il faut savoir que quand il y a un échauffement au niveau des optiques, il peut y avoir une perte de performance, alors que là, si on est capable de gérer les hausses de température, on ne peut que garantir quelque chose d'uniforme et régulier, quelle que soit la température de l'environnement dans lequel vous allez vous trouver. Donc que ce soit dans le négatif ou dans le positif, cet objectif vous permettra de garder une qualité constante sur l'ensemble de vos images. Quelque chose qui est nouveau également, c'est d'avoir un revêtement fluor. Donc je pense qu'on a tous été confrontés un jour à ce problème où on a des gouttes d'eau, comme nos appareils sont tropicalisés et nos optiques également, on n'est pas à l'abri que si jamais il y a une averse et beaucoup d'eau, il y a des gouttes qu'on essaie de nettoyer. Alors au mieux, vous avez votre peau de chamois avec vous, et vous avez quelque chose pour nettoyer. Et comme beaucoup font, on prend le t-shirt et on essaie de nettoyer. Là, on se rend compte que grâce au revêtement fluor, eh ben, il va y avoir un nettoyage parfait, sans laisser de traces, qui vous permettra donc de continuer à faire vos images sans prendre le risque d'avoir une zone un peu floutée parce que vous auriez mal nettoyé à un endroit. Donc ça, c'est également une nouveauté sur cette optique que nous sommes bien contents de vous proposer. Au niveau maintenant des possibilités de personnalisation. Donc il y a déjà des touches que vous connaissez peut-être sur notre gamme. Donc on a forcément un limiteur de course qui peut bien sûr être hyper pratique si vous êtes sur une thématique, je prends encore une fois l'exemple des oiseaux. Bah, les oiseaux, vous avez intérêt à vous mettre de 6 mètres à l'infini de façon à ce que on évite la course de mise au point entre 1,30 m et 6 mètres. Donc ça sert à rien à partir du moment où vous avez un sujet qui est éloigné. Et à l'inverse, si vous êtes en mode macro photographie ou proxy photo, l'exemple des libellules tout à l'heure ou du papillon, et ben dans ces cas-là, il faut faire l'inverse. Il faut vous mettre entre 1,30 m et 6 mètres de façon à bien lui indiquer que votre course de mise au point doit se limiter dans cette fourchette.
Ensuite, vous avez la possibilité, bien sûr, de couper l'autofocus pour passer en mise au point manuelle. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, arrêter le stabilisateur, parce que lorsque l'on filme, il y a des gens qui préfèrent, en filmant, montrer qu'il y a du mouvement. Donc le stabilisateur est tellement performant que l'on a du mal à voir le mouvement de façon aussi importante que ce que certains cinéastes veulent montrer. Donc on peut activer très facilement ou désactiver la synchronisation du stabilisateur entre l'optique et le boîtier. Et vous avez deux nouvelles fonctions qu'on voit en bas, qui vont être la possibilité d'utiliser la touche LFN, donc qui est une touche de personnalisation, ou d'activer le preset. Donc le preset, c'est quoi? C'est la possibilité de mémoriser votre mise au point à une distance donnée via les deux boutons que l'on voit vers l'avant de l'objectif, qui sont marqués au niveau des, comment dirais-je, juste après entre la bague de mise au point et la bague zoom, vous avez des boutons à cet endroit-là qui vont vous permettre de mémoriser une distance de mise au point. Et le fait de mettre sur preset vous permettra ensuite de rappeler cette distance avec le petit bouton dont je vous ai parlé tout à l'heure, le petit bouton 7, qui se trouve au-dessus du levier pour basculer votre téléconvertisseur 1.25. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qu'on a intégrée dans cette optique. Autre fonction, c'est également la possibilité de couper le son. Donc le son, c'est quoi? C'est le bip bip de la mise au point principalement, hein, lorsque l'on est à l'affût avec les animaux. Si jamais ça fait 3 heures que vous attendez un renard, un ours ou ce que vous voulez, hein, et si quand vous faites votre photo, il y a le bip bip de la mise au point qui arrive, eh ben forcément l'animal va s'en aller. Donc l'idéal, c'est de pouvoir travailler le plus silencieusement possible, euh, même avec l'obturateur électronique, hein. Dans ces cas-là, si vous voulez au moins couper le bip bip de la mise au point, eh ben via ce bouton, si vous aviez oublié de le couper via le menu, on peut y avoir accès à cet endroit-là. Également, la conception au niveau de la finition, que ce soit les gainages ou les caoutchoucs utilisés ou les supports au niveau du trépied, par exemple, vous avez une poignée antidérapante, puisque ce genre d'objectif est souvent transporté de cette façon-là. Donc, on a la possibilité, on a de quoi le tenir correctement, puisque voilà, ce genre d'objectif est beaucoup utilisé par les randonneurs, les photographes animaliers, les sportifs. Et en général, on est souvent dehors et très longtemps et on prend du temps pour aller du point A au point B pour aller faire nos images. Donc, on a souvent les mains qui transpirent ou les mains moites. Avec ce système antidérapant, vous avez une prise en main parfaite. Vous constaterez également qu'à l'arrière de l'optique, vous avez des attaches qui sont prévues pour mettre une dragonne renforcée et qui vous permettra donc de transporter également votre optique sur l'épaule. Donc elle est renforcée, elle est surtout beaucoup plus douce, donc vous aurez un meilleur confort sur votre épaule si vous voulez utiliser cette dragonne. Donc pareil, encore une fois, sur la conception finale des matériaux utilisés, on est vraiment sur du très haut de gamme sur cette optique. Donc je continue. Donc au niveau de la stabilisation d'image, comme sur le 300 mm et sur le 1200, vous avez un stabilisateur dans l'optique qui va venir additionner les performances du stabilisateur qui se trouve au niveau du capteur. Donc on voit les flèches bleues, hein, sur l'optique. Vous avez exactement les deux mêmes axes de travail sur le capteur. Donc c'est pas des axes supplémentaires, c'est pour amplifier et améliorer le résultat sur ces deux axes. Donc là, on vous annonce 8 paliers de gagner. Donc 8 paliers, ça peut être 8 diaphragmes ou 8 vitesses en fonction des repères que vous avez. Donc si jamais vous avez besoin d'avoir un repère très rapide, c'est que normalement votre vitesse d'obturation doit être équivalente à votre valeur focale. Donc si j'ai un 2000 mm, en théorie, à l'époque de l'argentique, on aurait dû être au 2 millième de seconde. On sait qu'en numérique, avec les capteurs, il faut être un petit peu au-dessus. Mais bon, déjà, gardons ce repère en tête. Donc, un 2000 mm vous obligerait, en théorie, à être au 2 millième de seconde pour vous garantir une image nette liée
au bouger du photographe. Bien sûr, pas lié au bouger de l'animal ou votre sujet. Donc, dans ces cas-là, vous imaginez 1 2000e et vous descendez 8 paliers et vous pourrez continuer à faire des images avec cette optique. L'avantage, bien sûr, c'est que ça va vous éviter de monter dans les sensibilités ISO trop vite si jamais vous n'avez pas envie de le faire. Donc les 8 paliers que je vous annonce ont été testés par notre ambassadeur Léo Gaiola, qui a été le visionnaire au niveau de la France, qui a été choisi pour tester cette optique. Donc vous découvrez ici. Donc je me suis dit, je vais vous faire une capture d'écran parce que personne ne va me croire. Donc je vous ai fait une capture d'écran sur l'exif de sa photo et on voit qu'elle a été réalisée au 1/8e de seconde, sans trépied. Donc bien sûr, il s'est calé, hein, mais il s'est calé, en fait, il était assis et il a mis l'objectif sur ses genoux pour se caler. Mais ceux qui ont déjà testé cette posture, on sait tous qu'on bouge toujours un petit peu comme ça. Et ben voilà le résultat. Donc Léo a quand même réussi à faire cette image. Donc il voulait absolument avoir le rocher et le oiseau net et avoir cet effet un peu de filet au niveau de l'eau. Donc pour ça, forcément, il a fallu qu'il travaille sur une vitesse lente. Et on voit qu'il a également descendu la sensibilité ISO et fermé le diaphragme pour pouvoir travailler à une vitesse aussi lente et avoir l'effet recherché. Donc là, c'est une vraie performance. Je vous mets au défi avec n'importe quel autre appareil ou n'importe quelle autre optique de faire la même photo sans trépied, c'est impossible. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler de la précision de notre autofocus et de sa rapidité. Donc ça, encore une fois, ça fait partie des avantages que propose notre système de capteur avec le micro 4 tiers, puisque la surface du capteur étant plus petite à couvrir qu'un capteur plein format, la lentille, naturellement, elle est moins grande. Et l'avantage que l'on a chez Olympus, c'est d'avoir une recherche et développement qui est très pointue au niveau des optiques, puisque on travaille également énormément dans le médical. Donc, on a une synergie entre les deux technologies. Et là, on voit qu'ils ont été capables de réduire de plus en plus l'épaisseur des lentilles et bien sûr la taille de cette lentille, ce qui fait que si elle doit se déplacer pour faire la mise au point, le fait qu'elle soit plus légère et plus petite que ce qu'on peut trouver chez mes confrères, c'est naturellement quelque chose qui va aller beaucoup plus vite et qui va être beaucoup plus précis dans l'usage que si vous aviez une lentille plus lourde et plus grande qui doit se déplacer pour faire la mise au point. Donc ça fait partie des avantages, entre autres, liés à notre taille de capteur. Donc ça, c'est deux petites photos que je me suis permis de faire lorsque j'ai reçu cette optique pour la première fois. Donc je l'ai montée sur un EM1 Mark III pour vous montrer un petit peu le volume. Déjà pour vous montrer qu'elle existe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Donc je vous rassure, là, elle est bien là. Donc cette optique, je l'ai montée juste pour faire 2-3 photos et vous montrer l'encombrement que ça va avoir monté sur un EM1 Mark III. Vous voyez également le petit levier dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le multiplicateur 1,25 intégré que j'ai verrouillé avec la fonction lock qui se trouve bien sûr juste devant. Et vous voyez un peu l'encombrement donc sur la photo de droite avec un EM1 Mark III. Donc je terminerai sur l'optique avec les premières photos que Léo nous a fournies dans l'environnement dans lequel il vit. Donc, malgré le confinement, il a eu la gentillesse d'aller nous faire quelques images de façon à ce que je puisse vous en montrer. Donc, vous allez voir une petite série d'images et à chaque fois, je vous ai marqué avec quoi il les a fait, téléconvertisseurs ou pas, et avec quelle valeur focale, du coup, en équivalent 24-36, ça correspond. Donc là, on voit qu'il est au 1 centième de seconde avec un équivalent 1600 mm dans les mains. Donc on voit bien que le plumage avec le vent, ça bouge un peu. Par contre, le regard, lui, est bien fixe. Et la photo, moi j'adore ce genre d'image. Et le gros avantage, encore une fois, avec les collimateurs qui passent à travers les branchages et les feuilles. Parce que vous voyez bien que là où il est, il reste à distance des animaux. Léo est un photographe assez jeune et qui refuse, et c'est tout à son honneur, de perturber les animaux lorsqu'il va les photographier. Donc il veut absolument rester à une distance
sans les perturber dans leur environnement naturel, puisqu'il va pas dans des parcs où les animaux nous attendent. Il va vraiment, lui, là où la faune est la plus sauvage possible et où les animaux sont le plus naturels possible. Donc pour ça, il faut qu'il reste à distance sans les perturber. Donc ça, c'est une première image. La deuxième image, c'est une des plus bluffantes, je trouve, puisque là, on est sur un équivalent 2000 mm à main levée. Donc, on voit la qualité. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ma présentation, elle est en 16/9. Le format des images étant en 4/3, c'est une image en plus qui est croppée pour qu'elle soit en pleine page comme ça et que ça rentre dans le format 16/9. C'est une photo que j'ai un peu retaillée pour que ce soit au format 16/9. Donc ça vous donne une idée de la qualité de cette optique montée. Les photos sont faites avec un EM1 X. L'autre image, c'est une photo que j'ai gardée pour vous montrer également l'avantage de pouvoir travailler à main levée et d'être hyper réactif, puisque le EO m'a expliqué cette photo lorsqu'il l'a faite. Le chamois d'un seul coup est parti très très vite. C'est un bébé chamois qui est parti rejoindre sa mère. Et donc, il a très vite réagi avec l'objectif à main levée pour pouvoir le suivre dans son déplacement. Et il était au 1/160e de seconde, puisqu'on voit bien que les pattes sont en mouvement. Donc là, il a fallu être très réactif, et lui et l'objectif. Et on voit que la photo, elle est nickel, il n'y a pas de problème. Donc la réactivité et la précision est bien présente. Donc la même chose sur cet oiseau. Alors je m'excuse, je suis pas un spécialiste, je connais pas le nom des oiseaux qui sont photographiés. Donc là, il m'a expliqué que pareil, même chose, que le rayon de soleil, il s'est pointé une fraction de seconde sur le bec et la tête de l'oiseau avant de partir. Il y a eu un coup de vent qui a balayé les feuilles, et là, le rayon de soleil est passé à ce moment-là. Et pareil, même chose, il m'a dit là, la réactivité, c'était impressionnant, et j'ai pu avoir l'image exactement au moment où j'ai déclenché avec la lumière qui était présente, là où j'avais envie qu'elle soit présente. Je continue. Donc ça, d'autres images aussi faites par d'autres visionnaires Olympus dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est pareil, c'est une photo où on montre encore une fois la rapidité et la précision, puisque cette photo, sans la petite langue qui sort, n'aurait pas du tout le même impact. Donc là, à ce moment-là, il faut être hyper réactif et il faut surtout que l'objectif soit hyper précis. Et on voit qu'il y a des branches qui peuvent venir perturber les collimateurs. Et malgré tout, là, voilà, le bon choix des collimateurs est important. Et on voit que la photo, bravo au photographe, elle est parfaite. Je vous parlais également tout à l'heure de la possibilité d'avoir des images en utilisant bien sûr la tropicalisation. Donc même sous la pluie, on voit qu'on est capable d'aller chercher des images de qualité et ça marche super bien. On voit même les gouttes d'eau sur l'herbe qui se trouve sur votre droite. Donc ça peut empêcher le photographe de continuer à faire des images, même en restant sous la pluie. Donc ça c'est pareil, c'est une image que je trouve assez impressionnante puisque on voit bien que le bokeh, là je voulais le garder en 4/3 pour vous montrer l'amplitude du bokeh et on voit bien bien sûr que la qualité de mise au point, elle est exactement où elle doit être et que le bokeh, moi je le trouve super beau, il est super doux. Voilà, c'est une image qui est super agréable. Et ça, encore une fois, bravo aux concepteurs de cette optique qui ont intégré ce paramètre lors de sa conception pour avoir un bokeh le plus doux possible, sans aucun artifice, et que l'arrière-plan ne soit pas marqué et qui reste très beau dans la composition de l'image. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'optique. Est-ce que vous avez des questions avant que j'attaque la mise à jour du firmware? Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de questions, Thierry. Donc, je pense qu'on peut continuer. Ok, parfait. Alors, la mise à jour du firmware, elle va concerner 4 boîtiers, mais principalement, on va voir ça ensemble, principalement deux boîtiers qui vont être le M1X et le M1 Mark III. Donc, la première évolution sera sur le M1X, puisque on vous l'avait annoncé en septembre, et elle est bien réelle, c'est la possibilité d'avoir
la détection des oiseaux intégrée dans le MAX. Donc, cette mise à jour firmware permettra de travailler de cette façon-là, c'est-à-dire que lorsque vous aurez activé la détection des oiseaux, il va d'abord chercher un œil. S'il ne trouve pas l'œil, il va chercher la tête. Et s'il ne trouve pas la tête, il va chercher le corps de l'oiseau. Donc, il va balayer ces trois facteurs. Et une fois qu'il en a trouvé un des trois, la priorité sera sur l'œil, sur la tête et sur le corps. Donc, voilà comment va fonctionner la détection des oiseaux. Donc, le gros avantage, c'est quand vous aurez activé cette fonction, et on va voir tout à l'heure comment on l'active, c'est que vous n'aurez juste à vous concentrer que sur votre cadrage, puisque l'appareil et les collimateurs de l'autofocus ne prendront en considération aucun autre facteur que les oiseaux. Donc on voit sur la première photo qui est à votre droite, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres et d'éléments qui pourraient venir perturber un collimateur traditionnel, si vous n'étiez pas en suivi de sujet avec les détections d'oiseaux. L'appareil va détecter automatiquement l'oiseau et ne va absolument pas chercher à faire la mise au point ailleurs. Sa priorité, c'est l'oiseau. Donc vous pouvez vous concentrer sur la création et sur votre composition d'image sans vous poser la question, mais est-ce que mon collimateur va aller prendre une mise au point sur mon premier plan ou sur un arrière-plan? Non, là, il y a un oiseau. L'appareil, il ne cherche que l'oiseau et rien d'autre. Également, sur la photo la plus à droite, là, on voit qu'il y a une très courte distance entre le bec de l'oiseau et la feuille juste devant. Donc ça, c'est le genre de photo qui est très compliqué puisque la taille des collimateurs pourrait faire que le collimateur, il est à cheval entre le bec et la feuille. Et comme la feuille est au premier plan, généralement, les collimateurs autofocus ont toujours tendance à aller se mettre au premier plan. Donc là, l'oiseau serait flou. Donc là, dans la composition d'image, pas d'inquiétude. Vous avez activé la détection des oiseaux. Il y a un oiseau. La mise au point va sur l'oiseau et sur aucun autre élément de la composition de votre image. Ce que je trouve super intelligent, c'est que cette fonction est cumulable avec le mode ProCapture. Donc, lorsque on est en détection d'oiseaux, ce qui est très compliqué sur un oiseau, c'est d'aller le chercher au moment où il s'envole, par exemple. Et là, le temps de réaction est toujours un peu lent pour pouvoir, entre le moment où vous voyez l'oiseau décoller et le moment où vous allez déclencher, le laps de temps fera que vous allez louper l'envol. Alors que là, vous activez la fonction ProCapture. Donc la fonction ProCapture, une fois qu'elle est activée, avec la détection des oiseaux, et dès que l'oiseau va décoller, la mise au point va suivre l'oiseau et vous allez être capable de revenir plusieurs images en arrière, puisque le mode ProCapture, pour rappel, c'est un enregistrement d'image avant que vous ayez, vous, déclenché à fond sur l'obturateur. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je prends le cas extrême, on peut aller jusqu'à 35 photos, par exemple. Donc, quand vous allez déclencher, vous allez avoir la 35e image et vous allez être capable de revenir 34 images en arrière pour aller chercher l'image exacte où l'oiseau s'envole. Donc, comme encore une fois, la détection d'oiseau est active, la mise au point ne sera pas sur les branches, elle ne sera que sur l'oiseau. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser. Et encore une fois, pour rappel, le mode ProCapture, ce n'est pas une extraction d'une vidéo, c'est une vraie photo. Donc vous pouvez faire ces images en RAW et en JPEG en pleine définition, sans aucune perte de qualité. Également, pour information, parce que c'est pas forcément toujours le cas, c'est que la détection des oiseaux sur notre modèle fonctionne sur l'ensemble des collimateurs qui sont mis à disposition sur vos boîtiers, sur ce boîtier, donc sur le MAX. Donc que votre oiseau soit complètement décentré, c'est pas un problème puisque tous les collimateurs sont bien actifs pour aller détecter l'oiseau. Donc ça, c'est également une sécurité et ça vous permet encore une fois de vous concentrer, vous, sur le cadrage que vous avez envie sans vous inquiéter de l'endroit où la mise au point va être réalisée. Donc comment ça s'active? Alors je suis désolé, je vous l'ai fait en anglais là, puisque la première fois que j'ai eu ce boîtier, j'avais qu'une version bêta firmware en anglais. Donc il faut activer le mode AF continu plus tracking.
Donc, pour arriver à ce menu-là que vous avez à gauche, hein, pour rappel, il faut appuyer sur la touche OK de votre boîtier. Et dans ces cas-là, ce menu-là apparaîtra. Donc, à l'endroit où vous avez le choix de votre système de mise au point, vous allez chercher le mode CAF plus TR. Une fois que vous avez sélectionné ce mode, vous appuyez sur la touche menu de votre appareil. Vous allez là où il y a les engrenages, où il y a la petite roue dentée. Vous allez dans le menu A3. Et dans le menu A3, il y a suivi de sujet. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas au détriment de la détection pour le sport des voitures et des motos, également la détection des avions, vous avez la détection des trains ou des tramways, et maintenant, vous aurez également la détection des oiseaux. Ça veut dire qu'on n'enlève pas une des trois autres fonctions, c'est qu'on vient ajouter une nouvelle fonction de reconnaissance par la détection automatique des sujets. Donc voilà comment va s'activer ce mode. Je vous montrerai quelques images à la fin de cette présentation qui ont été réalisées par Léo, justement avec le mode ProCapture et la détection des oiseaux. Donc l'autre nouveauté sera exclusivement sur la vidéo, puisque on nous réclamait depuis un certain temps d'avoir une solution possible pour avoir des vidéos en 12 bits et non pas en 8 bits. Donc cette solution va exister avec un partenariat que nous avons avec Atomos. Donc sur le modèle Atomos Ninja V HDR, vous aurez la possibilité d'utiliser la sortie HDMI de votre boîtier pour aller enregistrer sur ce lecteur, enregistreur, en 12 bits et non plus en 8 bits comme c'était le cas avant. Donc vous gardez les mêmes caractéristiques techniques au niveau des vitesses pour la 4K, mais vous serez en 12 bits à la place d'être en 8 bits. Donc le format d'enregistrement, vous l'avez également indiqué, en ProRes, c'est du RAW ProRes, pardon. Donc c'est une amélioration qui était très attendue par les gens qui font beaucoup d'editing au niveau de la vidéo. Donc on a plus d'informations et on a une possibilité bien plus étendue au niveau de nos possibilités de réglage en post-production. Donc on va également avoir un meilleur contrôle de la stabilisation dans l'évolution de la vidéo, puisque, encore une fois, les vidéastes, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure avec le stabilisateur du 150-400, c'est que les vidéastes aiment bien montrer qu'il y a de l'action, et pour ça, il faudrait presque que le stabilisateur soit moins bon, parce qu'il est tellement bon que quand ils suivent quelqu'un qui court, on a l'impression que eux ils sont sur des rails pour la suivre, et donc l'effet recherché n'est pas aussi important que ce que eux aimeraient. Donc, on a la possibilité maintenant sur le M1X et sur le M1 Mark III d'avoir ce réglage qui va adoucir maintenant l'effet de stabilisation si jamais il y a des gens qui veulent vraiment être dans la vidéo d'action. Et là, pareil, dès que vous passerez en mode vidéo, il va donc réduire un petit peu l'efficacité du stabilisateur et adoucir le décrochage de façon à avoir une image fluide et qui correspond à l'action recherchée par les vidéastes. Donc, comment on l'active? Encore une fois, on va aller cette fois-ci dans le menu de la caméra. Et une fois que vous êtes dans le menu caméra, vous allez choisir le mode de sortie. Et le mode de sortie moniteur, vous l'activez en RAW. Et à ce moment-là, vous êtes sûr et certain que vous serez en 12 bits sur ce lecteur Atomos. Je précise bien, je vais revenir juste sur le slide d'avant, que la compatibilité, elle n'est garantie à 100% uniquement sur l'Atomos Ninja V HDR et sur aucun autre modèle aujourd'hui. Donc ça, c'est important également de l'intégrer de façon à ce que vous ne soyez pas déçus si vous avez un autre modèle et que vous soyez en 12 bits. Le 12 bits est garanti uniquement sur l'Atomos Ninja V HDR. Donc, je continue. Et on va finir sur l'autre nouveauté qui est un indicateur de distance. Je dirais que c'est plutôt un orienteur, enfin un orienteur, c'est pas très français ce que je vous dis. C'est une orientation de la mise au point qui va vous indiquer si vous êtes vers l'infini ou si vous êtes vers le premier plan. Ça peut être très utile pour les photographes qui ont envie de jouer et de travailler sur la profondeur de champ, donc en priorité ouverture par exemple. Et à ce moment-là, lorsqu'on est sur de l'ultra grand angle, comme le 7-14 ou le 9-18 chez nous, en ultra grand angle,
que ce soit sur le viseur ou sur l'écran, il n'est jamais très simple de voir dans quel sens on va pour la mise au point, si on va vers l'infini ou vers le premier plan. Là, maintenant, vous allez avoir la possibilité d'avoir un indicateur qui vous dit, voilà, vous êtes à peu près à la moitié de l'infini ou enfin la moitié de la distance de votre cadrage, ou si vous êtes plutôt vers le premier plan ou l'arrière-plan. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile pour les gens qui veulent travailler en mise au point manuelle et en essayant également de jouer sur la profondeur de champ. Donc là, il va s'activer au même endroit, l'endroit où vous activez habituellement le picking, par exemple. Donc maintenant, vous aurez d'ajouter la mise au point Focus Indicator. Vous l'activez et vous aurez dans votre viseur et sur votre écran ce que je vous ai montré juste avant. Donc, cet indicateur qui se trouve au-dessus de la vitesse et du diaphragme qui vous donnera donc l'indication et le sens de votre mise au point. Donc, je terminerai cette présentation avec Léo, encore une fois, qui nous a fourni des images en couplant la détection des oiseaux et le mode ProCapture. Donc, dans la recherche de Léo, c'est des images qui habituellement n'existent pas, puisque là, il voulait absolument, lui, avoir l'aile. Ouais, on voit très bien que ça forme un angle droit avec le cou de l'oiseau. Donc, c'est des images très compliquées à réaliser. Ça veut dire que l'aile est déployée à son maximum. Et là, sans le mode ProCapture, cette photo est impossible à réaliser au moment du décollage de l'oiseau. Et avec, vous avez vu, avec l'association de la détection d'oiseaux, malgré, voilà, on s'imagine que derrière, il y a beaucoup de branchages, et la mise au point se fait sur l'oiseau et sur rien d'autre que l'oiseau. Donc c'est encore plus flagrant sur cette image. Là, encore une fois, Léo voulait absolument avoir le déploiement des ailes à son maximum. Et on voit que malgré les feuilles et les branches où se trouve l'oiseau, la mise au point reste encore une fois sur l'oiseau avec le déploiement des ailes à son maximum pour voir également la couleur de cet oiseau que Léo recherchait lors de cette prise de vue, qui est très dans l'automne. Donc lui, il était super heureux de cette image et il va l'utiliser sur une de ses prochaines expos. La même chose, hein, il voulait absolument avoir cette image avec les ailes déployées de cette façon-là. Il me dit, ça, c'est des choses qu'on voit jamais d'habitude. Et même l'œil humain est incapable de voir ce genre d'éléments. Donc lui, il est super content d'avoir maintenant la possibilité de réaliser ces images, qu'il va utiliser prochainement d'ailleurs, puisque c'est Léo Gaiola fait partie, je vous l'ai dit tout à l'heure, des photographes que beaucoup de gens suivent aujourd'hui dans l'univers de la photo animalière. Il aurait dû exposer à Montier-Anders cette année. Malheureusement, la situation sanitaire a fait que Montier-Anders a été annulé également. Mais Léo va exposer l'année prochaine et donc il va intégrer par exemple ce genre d'image dans son exposition qu'il va nous présenter l'année prochaine à Montier-Anders. La même chose, c'est une image qui est plutôt compliquée à réaliser puisqu'il faut être hyper réactif. Puisque là, Léo, pour attirer l'oiseau, il a mis quelques graines, mais ils ont tellement peur qu'ils prennent la graine et ils partent tout de suite. Donc, ils restent pas là à la manger et à attendre que la photo soit prise. Donc, il faut que l'appareil soit, et bien sûr, le photographe soit hyper réactif. Donc là, encore une fois, le couplage de la détection des oiseaux et la vitesse autofocus ont fait que, il a pu avoir la photo avant que l'oiseau s'envole. Donc la même chose, hein, je vous ai laissé celle-là pour vous montrer les avantages, encore une fois, de pouvoir faire ce genre d'image et de rester concentré sur son cadrage. Donc là, bien sûr, il n'y a pas le mode ProCapture d'activer, mais c'est juste la détection des oiseaux et on est capable donc de gérer une composition d'image super belle et ne pas avoir à appuyer à mi-course, à décentrer et ainsi de suite. Là, la photo avec la détection des oiseaux est juste parfaite. Donc, je terminerai juste avec l'optique et la mise à jour du firmware. Donc là, vous avez les modèles concernés par la mise à jour du firmware et les choses qui vont être intégrées en fonction du modèle que vous avez avec vous. Donc, on voit que la détection des oiseaux est intégrée pour le MAX. Pourquoi que sur le MAX? Puisque le MAX, pour rappel, est le seul boîtier OMD qui a aujourd'hui un double processeur. Donc, si vous n'avez pas le double processeur, il est compliqué d'avoir cette fonction. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que le MAX qui a la détection des sujets grâce à son double processeur. Après, toutes les autres fonctions qu'on a vues vont être également intégrées sur le M1 Mark III. Et ensuite, le M1 Mark II et le M1 V Mark III
vont intégrer la compatibilité du focus stacking avec le 150-400 et l'amélioration de la vidéo pour les personnes qui souhaitent montrer de l'action à travers leur vidéo. Les accessoires fournis avec le 150-400 sont le pare-soleil en fibre de carbone, la Dragon dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez également un cache, bien sûr, objectif de protection et vous avez une housse de transport qui est étudiée, je trouve ça super intelligent, pour pouvoir laisser monter sur l'objectif le multiplicateur 1.4 ou le doubleur de focale, le MC20. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez laisser les multiplicateurs monter sur l'objectif et l'ensemble rentrera dans cet étui. Au niveau des accessoires, il va y avoir également un filtre qui va être proposé, un filtre Olympus. Pourquoi ce filtre je vous le conseille, puisque ce genre d'objectif, il faut vraiment protéger la lentille frontale. Et surtout, cet objectif-là a le même traitement que la lentille frontale. Donc, vous allez également avoir sur ce filtre un traitement au fluor pour éviter les gouttes dont nous avons parlé tout à l'heure. Et vous allez avoir tous les, j'appelle ça des artifices, mais toute la technologie avec le revêtement zéro, les verres en bord noir et ainsi de suite pour éviter les éclats du soleil. Donc voilà, ce filtre a été étudié. Alors après, vous pouvez en prendre d'autres que Olympus, mais en tout cas, sachez que si vous prenez l'Olympus, vous aurez zéro perte et que vous garderez tous les avantages de votre 150-400 avec le même traitement que la lentille frontale. Ensuite, bien sûr, je vous en ai parlé tout au long de cette présentation, c'est la compatibilité avec le MC14 et le MC20 pour pouvoir encore étendre votre plage de mise au point. Voilà pour la présentation. Maintenant, je pense que vous avez peut-être des questions. Oui, alors il y avait une première question concernant le mode Pro Capture, mais vu les informations qui ont été données après que cette question a été posée, je vais la switcher, Jean-Gabriel, parce que la question c'était de savoir si le Pro Capture était compatible et forcément il l'est. Oui. Ensuite, il y a Michel qui demandait si le commutateur de multiplicateur M25 pouvait être une source de poussière. Non, justement, c'est pour ça que c'est super important d'avoir des joints. Quand on parle de tropicalisation chez nous, c'est qu'on garantit qu'il y ait vraiment des joints d'étanchéité pour que rien ne rentre à l'intérieur de cette optique. Donc, c'est même chose au niveau des sélecteurs, puisque les sélecteurs pourraient également, tu sais, quand tu as le sélecteur de limiteur de course, de mise au point, ou pour pouvoir activer ou désactiver le stabilisateur, forcément, il pourrait y avoir une rentrée de poussière ou d'eau à cet endroit-là également. Mais voilà, il y a des joints d'étanchéité à tous les endroits où il pourrait y avoir un orifice qui laisse rentrer une poussière ou de l'eau. Alors, ensuite, sur Salvador, qui a eu comme information que l'autofocus serait 30% plus rapide que le 300 f4. Est-ce que tu confirmes ça ou pas? Alors, ce que je sais, le pourcentage, je ne l'ai pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est plus rapide. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, grâce à la conception de la lentille qui permet donc qui se déplace pour la mise au point, qui est sur une nouvelle technologie qui fait qu'elle est plus fine que celle qui se trouve sur le 300 mm. Donc, il y a un gain de vitesse. Maintenant, le pourcentage, je ne le connais pas. Donc, quand je sais pas, je dis pas. Mais effectivement, il y a un gain. C'est la première chose. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'image de l'oiseau qui arrive face à nous au début de la présentation. Donc, ce photographe utilise le 300 mm, lui, par exemple. C'est un photographe que je connais très bien. Et s'il a été bluffé sur l'autofocus lorsque l'oiseau vient vers lui, c'est que la première chose qu'il a constatée, effectivement, c'est la réactivité de cet objectif qui est plus rapide que le 300 mm sur les sujets qui viennent vers nous. D'accord, merci. Alors, il y a une question aussi, a priori, du dédoublement des branches dans le bokeh du 300, selon Salvador, et il voulait savoir si ce problème avait été résolu sur le 150-400. Le dédoublement des branches? Dans le bokeh, apparemment, je ne sais pas si c'est un constat sur ces images ou
si c'est un problème remonté par d'autres photographes. Bah, Et en j'aimerais fait, bien c'était ça la que, question. si ça t'embête pas, Eric, que Salvador t'envoie une image exemple et que tu me la fasses parvenir et je répondrai en direct à Salvador parce que bon, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais, Donc, ben moi aussi, ouais. mm. Pareil. donc Donc, Salvador, je serais curieux et surtout, voilà, si ça t'embête pas, Eric, je veux bien que via ton intermédiaire, tu me fasses parvenir sur ma ouais, boîte mail un exemple de Salvador, s'il te plaît. Et ça dans ces marche. cas-là, soit je te répondrai à toi, soit si Salvador est d'accord, je lui répondrai à lui directement. Ouais, ok, ouais. Voilà, donc Salvador, tu sais ce qu'il te reste à faire pour avoir la réponse à ta question. Ensuite, il y a des questions concernant le roadmap des objectifs, donc notamment le 50-200, 50-250 et 8-25. Voilà, donc Mhm. est-ce qu'il y a des informations par rapport à ça? Alors, il y aura des nouveautés l'année prochaine. Voilà, c'est une certitude. Après, je suis embêté pour m'engager sur des périodes, puisque vous savez tous malheureusement qu'avec le Covid, beaucoup de choses sont décalées, beaucoup de choses sont un peu différentes de ce qu'on peut imaginer. Donc, la roadmap est confirmée. La roadmap, elle est réelle. C'est pas un truc qui est sorti comme ça du chapeau des ingénieurs d'Olympus. Donc, il y a des choses qui vont arriver, oui, bien sûr. Mais je peux pas être précis au niveau des dates. D'accord. Euh, il y a Gérard qui demandait si le filtre était adaptable sur le 1200. Alors, je pense qu'avec des bagues Non, d'adaptation, tu dois... c'est pas le même diamètre. Pardon? C'est pas le même diamètre de base. Donc, pour nous, Ouais, voilà, donc il faut moi, une ouais, petite bague d'adaptation. moi, en tant que marque, je peux pas te dire oui. Ouais. Lucie qui demande si la détection des oiseaux fonctionne pour les félins. Ah, bonne question. Je l'ai testé sur mes chats, pour être tout à fait honnête, et c'est bien des chats que j'ai, c'est pas des oiseaux. Donc, donc ça n'a pas fonctionné sur mes chats. D'accord. Maintenant, j'ai pas fait des tests avec un tigre ou voilà plus gros, mais en tout cas, mes chats n'ont pas été considérés comme des oiseaux par l'appareil. Ok. Voilà en gros les Est-ce que tu questions. vois Pour l'instant, est-ce qu'on me voit à l'écran, il Eric, n'y a ou pas pas? de... Pardon? Est-ce qu'on me voit à l'écran ou pas? Non. Alors, parce que comme tout à l'heure, bien sûr, je vais avoir du mal à partager. Non, je ne veux plus partager justement. Ok. Je voudrais juste vous montrer quelque chose avant qu'il y ait des gens qui commencent à partir, puisqu'on arrive à la fin de ce qui était Ouais. prévu. Euh, tac, tac, tac. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Hop, annuler. Non, toujours pas. Non. Je me reconnecte tout de suite, hein. Je reviens, Eric. Maintenant, je vais pas me déconnecter. Ah si, je sais Ouais. pourquoi. Non, mais c'est de ma Ok. faute. Excusez-moi, on est vendredi, donc je fais des bêtises. Voilà, là, tu dois me voir maintenant. Ouais. C'est J'étais bon? dans le petit visuel là. Voilà. Alors pour continuer sur les questions, il y a donc pour nous pas trop de développement, évidemment pour chaque présent. Il y a Lucie qui demande donc en utilisant le MC20 et le multiplicateur intégré, quelle est la distance de prise de vue maximum? Bah, l'infini. Si la question elle est dans l'autre sens, c'est 1,30 m. Voilà. Ensuite, il y a Gérard qui demande si on peut espérer que la détection des oiseaux soit intégrée prochainement dans le M1 Mark III. Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut avoir un double processeur. Aujourd'hui, techniquement, on a besoin d'avoir le double processeur qui est intégré dans le M1X pour pouvoir bénéficier de ces fonctions. Le M1 Mark III a le nouveau processeur, a le nouveau Tropic, mais il faudrait vraiment qu'il y ait le double processeur pour qu'on puisse intégrer la détection des sujets, quels qu'ils soient. Pas que les oiseaux, même le train, les avions. On a vraiment besoin d'avoir le double processeur. Alors, il y a une
question qui concerne, il y a Salvador qui t'a envoyé une photo là, dans le fil de la conversation sur le dédoublement des branches. Et il y a une question, alors je ne comprends pas, grandissement du prochain objectif macro. José qui pose ça. Alors, non, là, techniquement, je peux rien dire sur les nouveautés. C'est encore des secrets de fabrication. Donc, tant que l'annonce n'est pas encore officielle, on ne peut pas dévoiler quelles seront les caractéristiques techniques. D'accord. Peux-tu donner le prix du 150-400, s'il te plaît? Alors, aujourd'hui, les prix sont libres en France. Mais donc, nous, on n'a pas le droit d'imposer des prix. Mais en France, 7 999 €. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, on n'a pas le droit, nous, marque, d'imposer un prix au magasin. Voilà. Mais le prix conseillé de vente, il est de 7 999 €. Oui, c'est vrai. Oh là. Ouais. Là, a priori, là, pour les questions, pour l'instant, c'est fini. Il n'y a plus de questions. Il y a un truc bizarre qui est apparu sur mon écran. Je ne sais pas ce que c'est, mais. Je sais pas, j'ai une mosaïque de caméras. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû activer le partage d'écran. Ah, c'est possible, ouais. Donc, qui que tu sois, celui qui nous fait un partage d'écran, si tu peux arrêter de le partager. Merci. Alors, il y a José qui dit qu'en Allemagne, le prix est à 7 000 €. Ouais, c'est toujours le même débat entre les prix chez nous, les prix à l'étranger. Bon, là-dessus, moi, je peux pas. Je me répète, hein, les prix sont libres. Hein. Voilà. Ouais. Alors, il y a quelques déceptions sur la hauteur du tarif. Mais bon, par rapport à des optiques équivalentes, on est. Ouais, après, moi, c'est toujours un sujet délicat parce que ce genre d'objectif, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il n'existe nulle part ailleurs. Et que si vous voulez aller sur des valeurs focales aussi importantes chez mes confrères, c'est entre 12 et 14 000 €. Voilà. Alors, je dis pas que 8 000 €, c'est pas cher. Hein. Loin de moi, cette discussion. Voilà, je suis pas en train de dire que c'est pas cher. Je dis juste que si on relativise avec les autres marques, bah, je vais pas dire qu'on est 2 fois moins cher, mais presque, quoi. Pour avoir le même cadrage. Donc, avant que les gens partent, je vous montre juste en avant-première, puisque c'est une... Je remercie Eric de vous avoir invité à cette réunion. Donc, alors ne soyez pas jaloux et puis me demandez pas mon adresse, je vous la donnerai pas. Mais voici la bête. Donc, voilà à quoi va ressembler, pour ceux qui voient mon écran, hop, à quoi va ressembler cette optique. Donc, on est bien sur quelque chose, vous voyez, on le tient d'une main, on le bouge comme on a envie, donc de super léger et de hyper maniable. Donc, alors je suis désolé parce que j'aurais bien aimé me mettre en plein écran pour vous le montrer, mais j'ai l'impression que c'est, je sais pas qui utilise. Non, je sais pas si moi je peux me mettre en plein écran. Non, je peux pas. Et puis tu peux me mettre en plein écran, t'as la main, Eric, ou pas pour le faire? Ou alors essayer de couper la personne qui partage. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, ça y est, a priori, ça devrait être bon. Je sais pas qui c'est, j'arrive pas à voir, Eric. Voilà, je sais pas non plus, là, j'arrive pas à voir non plus comment on peut reprendre la main là-dessus. La livraison, Bernard qui demande si la livraison sera à la demande. Alors, il faut se rapprocher de vos revendeurs. Maintenant, c'est vrai que ce genre d'objectif, c'est des chevaux, c'est un cheval de course. Donc, il n'y en aura pas des wagons au moment du lancement. Donc là, pour les personnes qui sont intéressées, il faut se rapprocher de votre revendeur. Je ne sais pas chez qui il achète, mais en tout cas, il faut se rapprocher de son revendeur pour qu'il puisse en faire la demande. Les premières disponibilités sont prévues pour quand? Pour début d'année. Début d'année? Oui, début d'année, ouais. Bon, ben, écoute, il n'y a plus de questions. A priori, les participants commencent à aller à table. D'accord. Donc, je ne sais pas. Alors, il y a quelqu'un, Salvador, qui dit qu'il a eu un message comme quoi l'objectif, il y aurait les premières livraisons seraient prévues le 22 janvier.
d'après. Donc c'est ça, pour janvier, ouais. Ça, c'est début janvier. Ouais. Ouais, on va dire, allez, si on veut être, on va dire à partir du 15 pour pas créer de frustration, ce sera pas avant le 15 janvier dans tous les cas. Voilà. Ouais. Ouais, bah, apparemment, avant de sortir, il a déjà beaucoup de succès. Oui, après, je comprends encore une fois le prix. Après, n'oubliez pas que il y a une alternative pour ceux qui veulent travailler sur de la longue focale comme cela. Il y a l'alternative avec le 100-400 qui est très bon également. Maintenant, le 100-400 n'est pas un 150-400, c'est une certitude. Mais voilà, il est sur un tarif qui vous permettra déjà d'aller jouer sur de la longue focale si jamais la longue focale est un critère pour vous. Ok. Voilà, bah écoute, dans la mesure où il n'y a plus de questions, il y a quelques personnes qui sont en train d'écrire. On va voir s'il y a une question qui émane de ça. Mais sinon, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Voilà, donc tout le monde nous remercie. Merci également à tous d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir pris du temps. Et bah, écoutez, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai prochainement sur différents événements Olympus sur la France. Donc n'hésitez pas bah, soit via Eric, vous pouvez contacter Eric si vous avez des questions, si ça embête pas Eric. Et si jamais vous voulez pas embêter Eric, vous pouvez bien sûr envoyer toutes les questions que vous voulez sur la page d'Olympus. Et n'ayez aucun doute que les questions m'arriveront. Donc, posez toutes les questions que vous voulez, que ce soit par l'intermédiaire d'Eric ou sur la page Facebook Olympus. Ok. Ben, merci Thierry, à toi d'avoir pris le temps de partager avec nous ces informations. Pas de problème. Voilà, donc il y en a qui sont impatients d'avoir des workshops avec des possibilités d'essayer en vrai le Zoom, forcément. Ouais, là, je vais pas vous mentir, on va devoir attendre parce que la priorité va être quand même de fournir les personnes qui veulent l'acheter avant d'aller sur des workshops. Mais on espère bien, en tout cas, vous revoir très vite sur différentes opérations. Moi, j'en ai une. Alors, lorsque j'irai sur un workshop, elle sera avec moi. Mais voilà, il faut pas non plus créer de la frustration. Venez pas à 50 parce que les 50 pourront pas l'essayer. Mais l'idée, c'est de partager un peu notre expérience. Moi, j'aimerais bien faire des workshops longues focales pour pouvoir vous présenter l'ensemble des longues focales qu'on a chez nous, 40-150, 300, le 100-400 et le 150-400. Ok. Ok. Ben, écoutez, merci à tous. Passez une bonne soirée. Là, je suis revenu avant de partir. Je vois que je suis en plein écran. Donc, voilà. Je vous montre la bête. Voilà. Au revoir. Bye bye. Voilà. Bye. Au revoir tout le monde et merci. Au revoir, à bientôt. Merci Eric pour l'organisation. Merci beaucoup, au revoir. C'était un plaisir. Ouais.